Affiche l'intervenant. Tu m'affiches? Ok. J'y suis. Eh bien, est-ce que vous m'entendez? Bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir dans ce webinaire. Je m'appelle Philippe Sand et avec ma partenaire Victoria Mihailova, je suis associé au sein de SenseMakers, dont vous voyez le nom s'afficher. SenseMakers, rapidement, c'est une société, un réseau de consultants, d'experts en management, de coachs qui aident des dirigeants, en particulier en ce moment où, comme on le résume nous, le chaos devient un petit peu la norme. Alors, nous organisons depuis quelque temps, tous les vendredis, à l'heure du thé. Quand je dis à l'heure du thé, il ne s'agit pas d'une métaphore, hein, c'est vraiment des rencontres avec des personnalités. Je l'ai aussi. Parfait. Dont on pense que l'angle de vue original nous permet de faire ce qu'on a appelé de la philosophie dans notre cuisine. Alors, la philosophie, ne nous gargarisons pas, hein, notre idée, c'est simplement, et notre ambition, c'est de réfléchir ensemble sur le monde qui nous entoure. Et kitchen, c'est pour dire que si ça se passe au figuré dans notre cuisine, ça a vocation à être à la fois décontracté et non convenu, sans langue de bois, et on l'espère plaisant pour vous. Philippe, j'interviens juste une seconde. Est-ce que tu as bien relancé le direct de Facebook parce qu'apparemment c'est déconnecté? Donc je te laisse le faire et sinon tout fonctionne très bien. Relancer le direct de Facebook avec les 3 petits points sur ton écran. Oui, c'est relancé, oui. Parce que si je vais sur les 3 petits points, on me demande si je veux l'arrêter. Donc je suppose que si on me demande de l'arrêter, c'est qu'il fonctionne. Ok, je te remercie. Donc, quelques règles pour Zoom. Je pense que pour l'instant, vos micros sont débranchés. Si vous voulez poser des questions à notre hôte que je vais vous présenter dans un instant, vous pouvez le faire en bas de votre écran. Vous avez un certain nombre de petites icônes qui vous en donnent la possibilité. Alors, je voudrais vous présenter le docteur François Duforez, qui est à l'écran et que je remercie vivement de nous consacrer 1 heure de son temps. Docteur François Duforez, qui m'a autorisé à l'appeler François, puisque nous sommes dans notre cuisine, est un médecin du sport et du sommeil. Et il est un spécialiste extrêmement reconnu en France et aussi au-delà de nos frontières, de ce domaine du sommeil, qui est un domaine important, puisque le sommeil, c'est après tout presque un tiers de notre vie. Et puis, c'est un domaine aussi, peut-être, dont il est intéressant de parler dans cette période où certainement nos rythmes de sommeil à tous sont perturbés parce que notre routine habituelle l'est. Alors, François est praticien hospitalier dans le domaine du sommeil. Il est aussi fondateur d'une société qui s'appelle le European Sleep Center, qui fait de la recherche appliquée sur les rythmes de veille et de sommeil, et qui met à la disposition du plus grand nombre tout ce que François a appris et a perfectionné en fréquentant plutôt le haut niveau et des élites. Voilà. Mais François, ma première question, plutôt que de parler longuement de votre CV d'une façon qui n'y rendrait pas justice, c'est comment est-ce que vous êtes arrivé et par quel cheminement à vous intéresser à ce domaine du sommeil et à en devenir un spécialiste? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce parcours? Mais déjà, j'ai eu beaucoup de chance. La chance d'avoir été moi-même sportif de compétition et d'avoir été recruté par, je vais citer son nom parce que c'est mon maître, le médecin général Charles-Yannick Guesnec, qui m'a recruté au Centre d'études de recherche de médecine aérospatiale comme médecin du sport, physiologiste, dans la préparation et l'entraînement des astronautes et des pilotes de chasse. Donc, ça se faisait au centre d'essai à Brétigny-sur-Orge. Et j'ai intégré ce service donc, en 1985. Je suis resté à peu près 4-5 ans. Et je faisais partie d'équipes
qui était destiné à essayer d'adapter l'homme. Quand je dis l'homme, c'est l'être humain, hein, que ce soit un astronaute ou une astronaute, hein, je vous en parlais d'ailleurs, hein, Claudie Agnuret notamment, comment adapter l'homme à des situations extrêmes. Et en fait, c'était cette réflexion passer de l'extrême, qui est par exemple, je suis astronaute dans l'espace, au quotidien, qui est mon isolement pendant 6 mois dans une navette spatiale où la vie continue, mais il va falloir que je m'adapte à cet environnement totalement particulier. Et moi, j'étais responsable de tout ce qui était endocrino, nutrition, c'était ma partie, la partie purement physique, physiologique. Hein. Et puis, ce qui m'a commencé à m'intéresser, c'est surtout en écoutant les témoins de ces expériences, hein, les astronautes, que ce soit Michel Tonini ou que ce soit également Claudie Agnuret. Claudie Agnuret m'avait dit à l'époque, enfin nous avait dit à l'époque quelque chose qui m'avait frappé, ce n'était pas mon domaine, hein, mais voilà, quand je suis dans l'espace, ce qui me gêne le plus, ce n'est pas tellement d'avoir les muscles qui fondent, la promiscuité, c'est le fait que je n'arrive pas à dormir. Parce que dans la navette spatiale, il fait jour et nuit, toutes les heures et demie. Ça veut dire qu'il y a 16 fois un coucher de soleil et un lever de soleil. Et moi, ça me perturbe énormément. Je ne peux pas dormir. Alors moi, je suis médecin et également scientifique. Donc, en termes de concentration, en termes de mémoire, je peux faire des erreurs. Et puis, surtout en termes d'humeur, hein, par rapport à mes coéquipiers qui sont dans la navette spatiale pendant quelques mois, ce n'est pas toujours très, très bon quand on est en dette de sommeil. Et on savait d'ailleurs que ces problématiques psychologiques de groupe étaient un facteur limitant. Voilà, donc ça, c'était cette première expérience que j'ai pu avoir. Dans mon parcours, très rapidement, ça s'est cristallisé sur le fait qu'il y avait des transferts d'expérience qu'ils faisaient. J'ai été recruté par une société pour mener des équipes de recherche dans le monde de la Formule 1. Et là, je profite du 1er mai 1994, et nous sommes le 1er mai, c'était il y a 26 ans. J'étais sur le Grand Prix avec mon équipe lorsque Ayrton Senna s'est tué, malheureusement. Hein, c'était le fameux accident qui a été vu par 1 milliard de téléspectateurs et qui m'a fait comprendre, mais brutalement, que finalement, le facteur humain, c'était le maillon faible de l'histoire et que plus la technologie, plus les environnements devenaient compliqués, extrêmes, technologiques, plus finalement le facteur humain devenait fragile. Et en 2 mots, je vous explique ce qui s'est passé. C'était un week-end maudit, hein, je m'en souviens encore comme si c'était hier. Ce week-end où on a eu 3 accidents. Un accident le vendredi qui est arrivé aux séances d'essai, dont un pilote dont je m'occupais, Barrichello, qui a été miraculeusement sauvé en ayant eu simplement une fracture du nez en étant sorti de la route. Il y a un pilote qui s'est tué le samedi. Et le dimanche, l'impensable est arrivé. Ayrton Senna se plante. Et en fait, s'il se plante, c'est, je vous le dis très rapidement, mais c'est une rupture mécanique de la colonne de direction. Et pourquoi cette colonne de direction casse? Parce que le pilote ne pouvait pas piloter une voiture qui était extrêmement performante. La Williams était championne du monde en 93. Elle pouvait l'être en 94. Et cette voiture avait plein de capteurs. Les ingénieurs de chez Williams avaient un avantage technologique, c'est qu'ils avaient réussi à avoir des bases de données de cette Williams et qui faisaient qu'un virage rapide, elle passait à 10, 15, 20 km à l'heure plus vite que les autres voitures, car ils arrivaient à piloter la voiture à distance. Et le pilote devait passer beaucoup plus vite et il y avait des contraintes mécaniques extrêmement fortes sur la colonne de direction, et notamment Senna, qui n'avait pas la musculature d'Alain Prost. Senna, mal installé dans la voiture, craignait cette voiture en disant « elle est très performante, mais elle est brutale, elle me fait mal. Elle me fait mal aux épaules. » Et ce n'était pas la priorité de l'écurie Williams. L'écurie Williams, c'était la technologie, la priorité, garder cette avance technologique. Et ce jour-là, cette semaine-là, Ayrton Senna demande une modification de la colonne de direction en disant « je ne peux pas conduire ce sur-circuit, il est dangereux, il est rapide. Modifiez-moi la colonne de direction pour que ce petit volant il soit plus grand, mais pour ça, il faut que je puisse passer mes mains à l'extérieur du cockpit. » Il modifie la colonne de direction 1 semaine avant le Grand Prix. Et malheureusement, il y a eu pas mal d'incidents de course au début et la voiture a talonné lors du virage le plus rapide au début de course et la colonne de direction a cassé. Et un pilote comme ça, qui était vraiment fabuleux, a disparu brutalement. Et moi, j'ai l'habitude du facteur humain, de la mort. Mais je peux vous dire que dans le monde de la F1, où on pensait qu'il ne pouvait rien arriver dans un environnement quand même très extrême, ça a été un cataclysme. Et derrière, on a réfléchi sur ces notions que la performance devait absolument être associée à la sécurité de l'homme. Pour ça, il fallait connaître ses limites. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que derrière, les navigateurs nous ont demandé, nous, on est encore plus exposés, puisque nous, on est en dette de sommeil. Et je suis rentré dans le monde du sommeil comme cela, par l'intermédiaire du sport de haut niveau, ou par des pilotes, que ce soit des pilotes d'avion, des pilotes sur la mer, hein, c'est-à-dire ces navigateurs. Et le monde du sommeil
c'était les premières études dans les années 90-2000 sur à quoi ça sert le sommeil. Et c'est comme ça que je suis rentré par le sport de haut niveau vers le quotidien. C'est Monsieur Tout-le-Monde, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment dans le confinement. Alors, justement, Monsieur Tout-le-Monde, j'ai été très surpris quand vous m'avez dit Monsieur Tout-le-monde, dans les dernières décennies, et avec une accélération formidable dans les 20 dernières années, a perdu 1h30 de sommeil. C'est vraiment un chiffre hallucinant, d'autant que, si j'ai bien compris, la perte de sommeil était inexistante ou très ténue avant, et tout d'un coup, il y a eu ce phénomène dont on imagine bien qu'il a plein de conséquences, dont on pourra parler tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment on sait ça d'abord, comment on mesure que les gens ont perdu 1h30 de sommeil, et bien entendu, ensuite, pourquoi? Mais comment est-ce qu'on a mesuré ce phénomène d'abord? Alors ça, c'est essentiellement les Américains qui ont commencé à faire ce qu'on appelle des études épidémiologiques, c'est-à-dire en récupérant des bases de données, en se disant que finalement, ce monde du sommeil était un petit peu mystérieux. On s'occupait essentiellement de la médecine de jour. Et qu'est-ce qui se passait la nuit? Et donc, c'est un Français qui a commencé à travailler là-dessus, qui s'appelle le professeur Guy Minot, qui en fait a monté le monde du sommeil, et ça a été lui le pilier du monde du sommeil à Stanford, puisqu'il était le patron du centre du sommeil de Stanford. Et avec son équipe, ils ont eu des bases de données américaines, essentiellement National Sleep Foundation, avec des questionnaires du déclaratif, voir finalement qu'est-ce qui se passait. Et tous les ans, il y avait ce baromètre qui faisait qu'ils interviewaient des milliers et des milliers de populations, hommes, femmes, en fonction des âges. Et on a comme ça eu ce baromètre qui s'est modifié au cours du temps. Et les bases américaines, comme on l'a fait ensuite en France, au Japon et pratiquement dans tous les pays occidentaux, on a vu que le temps de sommeil se modifiait au fur et à mesure. Et on avait par exemple aux États-Unis un temps de sommeil qui était au-delà de 7 heures. Et puis, on l'a vu descendre progressivement avec une chose très, très curieuse aussi, c'est que dans les années 90, plus le temps de sommeil diminuait, plus l'obésité augmentait. Donc, on s'est dit, il se passe des choses sociologiquement qui vont jouer sur le jour où les gens grossissent un peu. Pourquoi? Et puis, la nuit où finalement, ils dorment de moins en moins. Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet? Et puis, en France, pour aller de l'autre bout de l'échelle, il y a eu une petite déflagration dans notre monde du sommeil à nous, c'est que pour la première fois, en 2019, lors d'une étude sur 14 000 personnes, ce qu'on appelait le BEH, bulletin épidémiologique officiel, on s'est aperçu pour la première fois, la population française statistiquement dormait moins de 7 heures. On était à 6h42, c'était jamais arrivé depuis 20 ans qu'on faisait ces baromètres. Donc là, il y a une vraie question, et surtout dans l'analyse de ces chiffres, on s'est aperçu que 36% de la population active, donc je parle des jeunes, pas des anciens qui éventuellement ont un sommeil fragmenté physiologiquement, mais dans cette population active, 36% de ces gens dormaient moins de 6 heures par 24 heures, toute la semaine, et ils récupéraient le week-end. Et là est arrivée l'explication, tout au moins le commencement d'une explication, ce que le mode de travail, la technologie qui intervient dans nos vies le jour et la nuit, modifier les temps de sommeil et donc aller potentiellement créer des problèmes de santé. Concrètement, qu'est-ce qui a modifié notre comportement, qui a pu impacter sur la façon dont on dort? Parce que je précise ma question, que je regarde Facebook, que je regarde une vidéo sur YouTube ou que je lise un bouquin, rien ne m'oblige à me coucher plus tard, dans le premier cas. Alors, il y a plusieurs causes. Il y a d'abord une cause physiologique, qui est l'importance de la lumière. Et ça, si on fait un petit retour très bref sur, on va dire, 200 000 ans d'histoire, ça va être très très bref pour 200 000 ans, mais la rotation de la Terre, c'est 24 heures. Il fait jour et nuit. Voilà. Et c'était la demande de Claude Gagnoret en disant, mais comment je peux faire si je fais jour et nuit 1h30? Moi, je ne peux pas dormir avec ça. Et ça, c'est une base absolument extrêmement importante physiologique, c'est que l'espèce humaine est une espèce diurne. Et Homo sapiens, il y a 200 000 ans, a commencé à se développer grâce à son cerveau intelligent et à sa capacité d'adaptation, mais dans un univers tropical où il fait jour 12 heures et il fait nuit 12 heures. Et nos gènes sont formés comme ça, et nous sommes une espèce diurne. Et la nuit, on doit récupérer pour affronter la journée du lendemain. Ça se passe, quelques milliers d'années se passe comme ça. La domestication du feu, il y a 50 000 ans à peu près, font que les hommes commencent à inventer le travail posté. C'est les sentinelles qui gardent la caverne pour la survie de l'espèce. Tout ça, ça se passe très bien. Et puis, il y a un monsieur Edison, en 1879,
qui invente l'ampoule électrique. Et alors là, ça modifie totalement les comportements. On ne se couche plus avec le coucher du soleil, on va se coucher quand on éteint la lumière. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Encore une fois, ça ne se passe pas trop mal, mais pour répondre à votre question, Philippe, ce qui se passe, c'est qu'il y a une irruption de la lumière que l'œil perçoit grâce à une invention extraordinaire qui s'appelle les LED. Ces LED ont envahi nos écrans, envahi tout notre univers, à la fois technologique, mais aussi ludique, avec une réflexion scientifique très claire, c'est que ces LED ont des longueurs d'onde qui jouent sur notre fonctionnement cérébral. Cette lumière blanche, enrichie dans le bleu, je vais être encore plus précis, 450 nanomètres, c'est-à-dire vraiment du bleu qui va bloquer la sécrétion d'une hormone qui s'appelle l'hormone du sommeil, qui est la mélatonine. Et donc, physiologiquement, on s'est retrouvé avec, et pour répondre à votre question, si je regarde Facebook, si je regarde un écran à LED, eh bien, je vais bloquer ma sécrétion de l'hormone du sommeil qui ne peut arriver qu'en état d'obscurité. Donc, d'un point de vue physio, en 20 ans, on a modifié les temps d'endormissement des gens qui s'endorment de plus en plus tard. Et d'autres pathologies sont arrivées qu'on appelle des retards de phase, des retards de l'horloge biologique. 2017, c'est le prix Nobel. Hein. Donc, on est vraiment dans l'actualité. Après, il y a des raisons psychologiques. C'est que quand on regarde, je ne sais pas moi, par exemple, Netflix. Netflix, c'est extraordinaire. Les gens du marketing sont très, très bons au niveau neuroscientifique. Ce qui vous donne envie de regarder une ou deux ou trois séries. Vous arrivez très vite à 2 heures du matin, sauf que le synchronisateur social qui consiste par exemple à aller travailler, lui, il n'a pas bougé. Et donc, vous diminuez votre temps de sommeil. Enfin, socialement, les gens sortent beaucoup plus facilement à l'extérieur. En ce moment, ce n'est pas le cas. C'est pour ça d'ailleurs que le sommeil se modifie en période de confinement. Mais en attendant, ce côté social qui consiste à sortir, le fait aussi d'un point de vue très concret que l'heure d'été, dans les pays occidentaux, a modifié complètement l'horloge biologique. Il faut savoir qu'en ce moment, là, il est 17 heures et quelques, eh bien, à l'heure solaire, c'est 2 heures de moins, c'est-à-dire qu'on est à 15 heures heure solaire. Donc, notre horloge biologique, socialement, du fait qu'on vivait, c'est plus agréable de vivre en soirée, a modifié l'horloge biologique. Et la conséquence de ça, c'est la diminution du temps de sommeil. D'ailleurs, si j'ai bien compris, lorsqu'on va définitivement fixer 1 heure pour les 12 mois de l'année, nous faisons partie des pays qui ont choisi de rester à l'heure d'été. Est-ce que vous pensez que ça va avoir, si mes informations sont justes, est-ce que vous pensez que ça a des conséquences plutôt positives ou est-ce qu'au contraire, vous pensez que ça va entraîner d'autres comportements qui nous entraînent hors de notre sphère naturelle ou génétique? Alors, avec nos amis chronobiologistes, on n'est pas pour garder l'heure d'été. L'heure d'été, les gens trouvent ça sympa parce que l'été, on peut sortir et on ne dort pas de la même manière l'été que l'hiver. Mais si vous habitez la Bretagne, par exemple, si on est en France, et que vous gardez l'heure d'été en hiver, ça veut dire que lorsqu'il sera 10 heures du matin, à Brest, ben, il fera nuit. Eh bien, faire nuit à 10 heures du matin quand on se lève, ça ne met pas en route le cerveau dans une bonne fonction. On s'isole du rythme de la nature et de cette rotation terrestre de nos gènes, et donc nous ne sommes pas pour le fait de décaler cette heure-là pour aller vers l'heure d'été, car il y a trop de décalage par rapport au soleil. Parlez-en aux Scandinaves, vous verrez ce qu'ils vous diront, quand eux, malheureusement, il fait nuit 20 heures sur 24 l'hiver, c'est le pays où il y a le plus de dépression, d'alcoolisme et de suicide, parce que la lumière est vraiment le garant de notre vigilance. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que d'abord, avant de parler de ce qu'il faut faire, vous avez parlé d'un certain nombre de conséquences de cette situation. Oui. Alors, il y a des conséquences qu'on peut tous apprécier. Qui n'a pas eu un jour un adolescent ne peut pas comprendre ce que je vais dire. Mais rassembler tout le monde autour de la table familiale à 1 heure de déjeuner décente, c'est un exploit. Donc, j'imagine, comment ça s'appelle, j'imagine que vous avez un concept pour ça, sur cette espèce de distorsion sociale, ou distanciation sociale malvenue, celle-là. Mais quelles sont toutes les autres conséquences positives ou négatives de cette évolution de cette dette de sommeil? Bon, déjà, le fait que ça touche 36% de la population, je ne parle pas de maladie, là, je parle de faits, hein, qui dorment moins de 6 heures par nuit, ben, on s'est aperçu que quand on suit ces populations dans différentes composantes de la santé, il y allait avoir des conséquences. La première conséquence, c'est une conséquence cardiovasculaire, hein, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu que les gens qui dormaient peu, pour des raisons
X ou Y. Hein. Je ne parle pas des courts dormeurs génétiques, parce que là, quelque part, ils sont, je ne dirais pas favorisés, mais c'est leur génétique. Mais en attendant, des modèles comme le travail en horaire décalé, le travail en horaire posté, a bien montré que les conséquences cardiovasculaires étaient importantes. Quand je parle de conséquences, c'est l'hypertension, c'est les risques d'infarctus, les risques d'AVC qui sont liés à cette perte de sommeil. Donc, il y a des conséquences cardiovasculaires. Il y a une vraie réflexion sur la probabilité aussi d'augmenter certains types de cancers parce que vous allez augmenter l'immunité et le système immunitaire pendant le sommeil. Si vous manquez de sommeil, mais vous allez avoir un système immunitaire qui va chuter, vos hormones qui vont se décaler. Et c'est pour ça qu'il y a des vraies réflexions sur la probabilité d'augmenter le cancer, notamment hormonodépendant, cancer du sein, cancer de la prostate. Quand on manque de sommeil, quand on a des sommeils d'horaire sur les gens en travail posté, c'est bien connu. Et puis, il y a des conséquences mentales. Et les conséquences mentales dont on s'est aperçu, ça, c'est les pays scandinaves qui ont beaucoup travaillé là-dessus, sur justement un truc qui s'appelle le Wolf Project. Donc, la Suède, la Norvège, la Finlande ont beaucoup travaillé là-dessus et se sont aperçus que les gens qui font des burn-out, donc la maladie du siècle dont on parle dans le monde du travail, eh bien, les premiers signes qui étaient des signes de prédiction, de prévention potentielle du burn-out ou des gens qui étaient sujets à des burn-out, c'était les légers troubles du sommeil. Et quand je parle de légers troubles du sommeil, c'est des gens qui vont se réveiller la nuit, c'est des gens qui vont avoir des problèmes pour s'endormir, et quand ils se réveillent la nuit, malheureusement, ils ont des problèmes pour se rendormir, et ça va fragmenter leur sommeil. La fragmentation du sommeil est associée au burn-out, et c'est certainement un des signes les plus prédictifs d'une dissociation et d'un décalage par rapport au monde du travail. Donc, je vous ai cité les principales conséquences. Après, il y a des conséquences sociales. C'est vrai que le sommeil des adolescents, le sommeil des jeunes est une vraie préoccupation. En même temps que l'adolescent dorme d'une manière fragmentée et décalée, bah, ça fait partie de la physiologie, c'est normal. Hein. À cet âge-là, ils ne sont pas tout à fait finis, hein, notamment l'horloge biologique, c'est assez classique. Mais en attendant, on peut pas dire qu'ils se précipitent sur les livres pour éviter les LED quand ils s'endorment. Alors là, je vais vous donner des choses très concrètes parce qu'on a eu pas mal de… Bon, je travaille pour des clubs de foot et notamment pour une académie, l'académie de l'AS Monaco, pour ne pas les citer, où on a des jeunes qui sont en plus en internat. Donc, des gamins entre 14 et 18 ans, donc ils sont en plein dedans. Pourtant, ils ont l'activité physique et ainsi de suite. Et la première chose qu'on fait, c'est de leur prendre tout leur portable, non pas de les interdire de le faire, puisque de toute façon, c'est leur mode de vie, et ça devient même le mode de vie et le nôtre aussi. Hein. Mais en attendant, on leur dit, voilà, on va changer la lumière de votre écran. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent, un truc tout simple déjà, c'est d'avoir une application qui s'appelle Night Shift. Night Shift, ça c'est pour les Apple, enfin les gens qui sont sur les PC, les Apple et ainsi de suite. Et Android a les mêmes choses, hein, où vous changez la couleur de l'écran. En fait, c'est retrouver par la technologie ce que la technologie nous a privé d'eux, c'est-à-dire retrouver la couleur du crépuscule, cette couleur ambrée, qui n'est pas à 450 nanomètres, mais qui est aux alentours de 670 nanomètres précisément, et qui permet de retrouver une sorte de crépuscule, et votre cerveau, il le comprend comme ça. Et ça reproduit le crépuscule et le fait que la mélatonine puisse monter. Après, c'est ce que va regarder le gamin, ou nous, qui doit empêcher de nous aller au bout de la nuit. Et donc, c'est regarder des choses qui vous font plaisir, mais qui ne vous emmènent pas à avoir envie de consommer une série de plus. Vous avez parlé de santé publique, il y a aussi, j'imagine, les questions d'obésité qui sont liées à ça. C'est un sujet dont on n'avait pas parlé. Parce que quand on a le projet de perdre du poids, on vous dit souvent que dans cette routine, il y a aussi le fait de s'astreindre à dormir davantage. Si j'ajoute donc l'obésité au cocktail un peu dramatique que l'obésité, est-ce qu'on pourrait dire qu'un des plus forts leviers d'amélioration de la santé publique et un des plus sous-estimés serait l'amélioration du sommeil de nos contemporains? La réponse est oui. La réponse est oui. On sait que d'ailleurs que c'est à la fois du déclaratif, c'est-à-dire que les gens vous disent je suis bien, je me sens bien et je dors bien. C'est un facteur de récupération qui est le premier devant la nutrition, devant même le côté social. Et une des premières questions qu'on devrait poser aux gens d'ailleurs dans la vie courante, est-ce que tu as bien dormi? Si les gens vous disent oui, la journée commence bien, généralement les gens sont en bonne santé. C'est un très bon indicateur de qualité de vie en bonne santé, le sommeil. Donc, le fait de le capitaliser, le fait de le domestiquer ou d'en faire une force d'ailleurs, hein, comme le font les gens, les militaires, eh bien, c'est non seulement se garder en bonne santé ou avoir la chance de récupérer si on a un problème de santé, mais c'est aussi avoir une vie active et performante.
Est-ce qu'un des obstacles à l'amélioration de notre sommeil n'est pas, et peut-être ce que je vais dire est-il très français, j'en sais rien, mais une espèce de prégnance culturelle de ce qu'on héroïse ceux qui dorment peu, on associe une arme pourtant fatale qu'est la sieste à une culture méditerranéenne qu'on me pardonne, mais associée à une forme de paresse, où la sieste, c'est pour le week-end, c'est pour les vieux, c'est pour les C'est Méditerranéens. vrai. Enfin, je veux dire, toute une espèce de représentation culturelle qui héroïse, comme je disais, ceux qui dorment peu et qui, à rebours, méprise, le mot est fort, mais en tout ceux qui dorment, ceux qui ont besoin de dormir ou ceux qui vont se forcer à dormir, enfin, ou utiliser par exemple la sieste. Et question corrélée qui nous est posée par un de nos participants, est-ce que la sieste, typiquement, premier cycle de sommeil, disons 20 minutes ou plus ou moins, c'est une façon aussi de se permettre de dormir moins la nuit? Alors, Il y a deux questions. Il y a deux questions. Alors, déjà, ce que vous êtes en train de changer, hein, on a quand même une ouverture vers le fait que, d'ailleurs, le fait d'en parler aujourd'hui, c'est aussi une révélation du fait qu'on se pose des bonnes questions. Et je répondrai avec trois petits points. Le premier point, c'est que, encore une fois, si je reviens à notre Homo sapiens de l'Éthiopie, le but du jeu, c'était de survivre. Et c'est difficile de dépenser de l'énergie quand vous êtes dans des zones subsahariennes. Entre 13h et 15h, c'est là où il fait le plus chaud. Donc, ce n'est pas le moment de dépenser de l'énergie à essayer de survivre. Il faut se récupérer de l'énergie pour affronter l'après-midi et peut-être la survie de l'espèce. Et donc, cette sieste, quelque part, cette hypovigilance, ces capacités à récupérer, elle est dans nos gènes. La grande différence, c'est qu'il y a des gens qui ont des envies de sieste aux alentours de 13h, d'autres à 14h, 15h. Il y a une donnée individuelle, mais la chronobiologie entre 13h et 16h, elle est inscrite dans nos gènes, premièrement. Deuxièmement, c'est une anecdote. Mais là, je reviens vers ce que vous m'avez dit. Beaucoup d'entreprises m'ont demandé, d'ailleurs les Grands Prix de Formule 1, hein, les pilotes eux-mêmes, en disant « nous, on souffre du jet lag. On a un problème. Comment on pourrait récupérer du jet lag ? On est en dette de sommeil. Est-ce que la sieste pourrait nous faire quelque chose ?» Alors, une entreprise me demande d'intervenir là-dessus et je viens sur le côté culturel. Je lui dis « OK, pas de problème. » C'était en anglais, c'était sur le jet lag. Le directeur industriel de cette société vient me voir en me disant « Vous n'allez pas nous parler de la sieste, c'est pas sérieux. On est là pour dormir, on est là pour bosser, on n'est pas là pour dormir. Hein. C'est les feignants qui dorment. Hein. Vous allez parler de quoi ?» Et moi, je lui dis « Écoutez, monsieur, je vais vous parler du power nap. » Elle me dit « Ça, c'est bien. » Parce que power, je comprends, c'est la puissance. Il me dit « nap, qu'est-ce que ça veut dire ?» Je dis « Écoutez, on était en 2010. Je dis « Écoutez, les études viennent de sortir. » Ah, très intéressant. Et mon premier slide, c'est le power nap, c'est un navigateur en train de dormir. Et donc, je finis mon intervention, il vient me voir après, il me dit « Dis donc, power nap, ça veut dire quoi en français ?» Je dis « Ça veut dire sieste. » Il avait de l'humour et il m'a dit « OK, j'ai compris. » Dans cette entreprise, ils ont créé un atelier de power napping et ils ont créé des salles qui s'appellent des salles de calm space, de manière à ce que les gens puissent récupérer à des heures bien identifiées. Donc ça, c'est très clairement le fait que l'emballage du mot, et surtout en France, le mot a des consonances fortes. C'est vrai que le mot sieste, il a encore cette consonance de perte d'efficacité. J'avais dans une des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, j'avais une patronne anglaise. Elle était la présidente de l'entreprise et elle avait derrière son bureau une toute petite pièce dans laquelle elle avait fait mettre un canapé. Et invariablement, après le déjeuner, elle allait dormir un quart d'heure, 20 minutes, d'une façon que la plupart des gens ne connaissaient pas. Mais pour elle, c'était enraciné dans sa routine. Et j'en ai tiré une conclusion un peu hâtive, parce que c'est sur une seule observation, qu'il y a probablement une vision de ça qui n'est pas la même selon où on se trouve en Europe. Clairement. Alors après, il y a la notion d'efficacité, parce que ta patronne, elle était anglo-saxonne. Elle était anglaise. Exact. Alors, c'était le troisième point que je voulais voir avec vous, c'est justement le fait que l'armée, et notamment l'armée américaine, extrêmement pragmatique, s'est intéressée à la dette de sommeil. Parce que, et je réponds un peu à la question justement de la personne qui nous a adressé, est-ce que ça nous permet de dormir moins, le faire de faire des siestes? Je pense qu'il faut le prendre dans l'autre sens. C'est quand je dors moins et que je suis en dette de sommeil pour des raisons professionnelles, pour des raisons opérationnelles, parce que je suis commando, parce que je suis pilote dans l'aéronaval et que j'ai une mission à 3h du matin, et ainsi de suite. Quand je suis en dette de sommeil,
cette sieste, est-ce qu'elle a la possibilité, la capacité de payer ma dette quand je peux le faire? Et donc, l'armée américaine a beaucoup travaillé là-dessus, l'armée française également, parce qu'il faut savoir que les deux armées coopèrent énormément sur ces notions de recherche. Et justement, à l'Hôtel-Dieu et à l'IRBA, ce qui s'appelle l'IRBA maintenant, l'Institut de recherche du biomédical des armées, on a fait des études sur la privation de sommeil en faisant dormir des gens moins de 5 heures et de voir quelles étaient les conséquences sur la prise de décision. Est-ce qu'on avait plus de chances de prendre des mauvaises décisions quand on est en dette de sommeil? La réponse est oui. Si vous êtes en dette de sommeil et vous ne faites rien, d'abord, votre taux de cortisol va monter, ce qui explique les problématiques d'hypertension, de stress inutiles. Votre système immunitaire va chuter. Et donc, là, vous allez être beaucoup plus sensible aux infections. Donc, à l'heure actuelle, avec tout ce stress ambiant, il vaut mieux dormir. Votre système immunitaire, il reste constant. Et que si vous ne faites rien, eh bien, ces taux restent bas. Et donc, vous êtes à risque pendant la journée, notamment dans la prise de risque. Les gens qui vont mal dormir ou pas assez dormir vont prendre des risques inutiles. Et c'est comme ça qu'ils risquent de prendre des mauvaises décisions. On a fait faire des siestes de moins d'une demi-heure à ces gens-là, population contrôle, jeunes militaires, en gros des gens entre 20 et 35 ans. Et on a vu qu'avec des siestes de moins d'une demi-heure, le système immunitaire revenait à la normale, le cortisol et la noradrénaline revenaient à la normale. C'est-à-dire qu'il y avait un aspect thérapeutique de la sieste pour payer sa dette de sommeil. Donc, ce n'est pas faire la sieste pour dormir moins, c'est parce qu'on dort moins, comment je récupère et je fais la sieste. D'accord, ok, compris. Il y a aussi donc des mentalités à changer, elles changent progressivement. Est-ce que vous considérez que c'est un peu votre job aussi de prêcher cette parole-là? Est-ce que vous le faites et comment, vous et vos collègues qui sont dans le sommeil? Quand on voit toutes les publications et toutes les demandes des journalistes autour du sommeil, c'est clair que depuis maintenant, je dirais, à une dizaine d'années, c'est une préoccupation qui touche tout le monde. Puisque l'espèce humaine, elle est faite pour dormir un certain nombre d'heures génétiquement, et quand il y a des mécanismes qui se déroulent, évidemment, on se pose des questions. Et les études l'ont bien montré. Après, la problématique, c'est que c'est un peu comme la nutrition. Tout le monde va s'emparer de ce sujet et on va avoir des choses, tout sur Internet. Il y a plein de spécialistes du sommeil, comme il y a plein de spécialistes des virus, comme il y a plein de spécialistes de la nutrition qui sont un peu partout en ce moment. Je pense que la vraie réflexion, c'est plutôt que les gens sachent quel type de dormeur ils sont. Comment génétiquement ils fonctionnent. Tout le monde ne fonctionne pas de la même manière, mais de savoir se connaître et savoir en fait utiliser le sommeil comme une arme et non pas comme une contrainte, c'est vraiment quelque chose qui va faire qu'on va progresser. Et les outils, notamment les outils connectés, la technologie là peut nous aider. Parce que les outils connectés, qui font foison et qui ne sont pas toujours très validés, mais ils le seront, et ils vont l'être de plus en plus, vont permettre aux personnes de s'auto-évaluer et de savoir quel type de dormeur vous êtes. Si vous êtes un petit dormeur du soir, c'est un avantage professionnel compétitif. Vous allez dormir 6-7 heures, vous couchez à minuit, à 6 heures, 7 heures du matin, vous êtes en pleine forme, vous envoyez vos mails, vous travaillez, vous faites vos réunions. C'est parfait à titre individuel. Après, quand vous êtes dans une équipe, ce n'est pas pareil parce que vous épuisez les autres. Donc, il y a une vraie réflexion qui est sociale, à titre individuel, mais aussi à titre collectif. Et savoir qui on est, ça permet de faire les métiers qui vous permettent justement d'exprimer votre créativité et votre énergie. Donc, ce que vous voulez dire, si je le reformule, c'est qu'on devrait, aujourd'hui, on met beaucoup d'énergie à mieux se connaître soi-même dans le domaine, quand on est manager, par exemple, oui. Pour mieux interagir avec les autres. Alors, on peut faire il y a différents types de profils de personnalité, on est tous passés un jour par là. Mon associé et moi, on utilise Process Communication Model, qui sont des outils extrêmement pertinents pour décrire sa propre personnalité, sa façon d'interagir avec les autres et comment les autres peuvent interagir avec vous afin de trouver une façon moins stressante, plus efficace. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on devrait s'appliquer exactement cette même discipline de la connaissance de soi et aussi de la connaissance de la façon dont fonctionnent les autres en termes de sommeil pour mieux travailler ensemble. Parce qu'effectivement, si moi j'ai besoin de 5 heures, mais que le collaborateur à qui je bombarde un mail à 6h30 parce que je suis tout frais et que je pense que c'est son devoir, lui, c'est un gros dormeur, ça ne fait du bien à personne, ni à son efficacité, ni probablement au sentiment de groupe, d'équipe que ça génère. Oui, puis ça peut même aller plus loin. Là. En vous écoutant, ça m'a fait penser à une anecdote qui n'a pas été très, très drôle d'ailleurs pour la personne.
C'était une personne, c'était une femme qui est devenue, en fait, c'était une boîte familiale et à cause du décès de son père, elle prend la direction de cette société avec les lieutenants de son papa qui faisaient partie de son comité de direction. Et elle savait que je travaillais avec les navigateurs. Avec les navigateurs, c'est ce qu'on fait. Quel type de dormeur tu es? Jean-Pierre Dick, Charlie Dalin, François Gabard, et ainsi de suite. Ben voilà, petit dormeur, donc on calcule les portes de sommeil, on va très loin dans l'explication. Et elle me dit, mais je veux faire la même chose. Donc on lui donne un outil connecté de recherche, quelque chose qui est fiable, et il ressort que cette personne est une petite dormeuse du soir. Elle me dit, qu'est-ce que ça veut dire? Je lui dis, c'est un avantage compétitif, madame, parce que c'est vrai, vous allez être très performante à 6 heures du matin en ayant dormi 6 heures. Parfait. Elle venait de prendre la société. 1 an après, je la retrouve. Elle me dit, vous auriez peut-être été, me dit plus de choses quand même, parce que dans mon équipe de COMEX, j'ai eu un infarctus et un AVC avec le directeur financier et le directeur de la formation. Parce qu'ils vous ont voulu suivre le rythme de la nouvelle patronne qui avait 45 ans, qui était en pleine forme et de cette génétique-là, et que eux, ils avaient 60-65 ans et pas la même physiologie et pas la même âge. Et donc, dans ces notions de biomanagement, si je peux dire, d'avoir ces informations-là, ça vous évite parfois des gros problèmes. À part ces petits dormeurs du soir, Oui. qu'est-ce qu'on a d'autre comme grands archétypes de dormeurs? Alors, déjà, s'il y en a. Oui, il y en a. Il y a d'abord des petits dormeurs et des gros dormeurs. En gros, si vous dormez entre 6 heures et 9 heures, on est dans la norme. Donc, ça, je pense que c'est un point très important, c'est de ne pas se culpabiliser à se dire je dors trop ou je ne dors pas assez. Si vous dormez et que vous sentez bien à 6 heures, tant mieux. S'il vous faut 9 heures, tant mieux aussi. La vraie réflexion pour savoir ça sans mesure, c'est la deuxième semaine des vacances. Parce que la première semaine, il y a un petit peu de dette de sommeil qui se paye. Et la deuxième semaine, généralement, la génétique reprend son cours et on a comme ça les heures, savoir si on est un petit dormeur, un moyen dormeur ou un gros dormeur. Mais ça se conjugue avec justement cette horloge biologique qui est très génétiquement identifiée maintenant avec le prix Nobel en 2017 de ces chercheurs américains, qui a montré qu'il y avait des gens du soir, il y avait des gens intermédiaires, il y avait des gens du matin. Et c'est la combinatoire des deux qui fait qu'on va pouvoir jouer avec ça pour savoir dans quelle heure sur 24 heures et comment je vais pouvoir non pas subir un environnement qui m'impose des temps, mais c'est moi qui pilote le temps et c'est moi qui, grâce peut-être avec ce temps technologique, va profiter de ce temps humain parce que je suis un être humain dans cette technologie qui, potentiellement, pourrait me faire travailler 24 sur 24 partout sur la planète et ce n'est pas possible. Mais alors, moi, sans vouloir vous raconter ma vie, mais je regrette d'avoir été peu lucide sur moi-même dans plein d'aspects de ma personnalité pendant longtemps. Et maintenant, vous me faites regretter de ne pas connaître assez bien mes cycles de sommeil, en plus de mes nombreux regrets. Si moi ou n'importe qui nous écoute veut mieux connaître sa façon de dormir, au-delà des observations qu'il ou elle a pu faire lui ou elle-même, que faire? À part aller à l'European Sleep Center, mais… Oui, mais là, c'est du cousu humain. Qu'est-ce qu'empiriquement on peut faire pour essayer de se mieux connaître? 2 points que je voudrais voir très concrets avec vous. La première, déjà, c'est ce qu'on fait dans la nutrition, hein, c'est un agenda, ce qu'on appelle un agenda de sommeil. C'est d'ailleurs thérapeutique quand les gens ne dorment pas bien, les insomniaques qui représentent quand même 20% de la population française et mondiale. Hein. Vous écrivez à chaque fois, jour par jour, comment vous avez dormi, à l'heure à laquelle vous êtes endormi, à laquelle vous êtes réveillé dans la nuit, ainsi de suite. Puis généralement, les gens se rendent compte de comment ils fonctionnent. Donc, rien qu'un agenda de sommeil, comme un agenda nutritionnel, comme un agenda professionnel, ça vous permet de voir un peu votre rythme. C'est le plus simple. La deuxième chose, c'est que les outils connectés, il y en a partout maintenant. Et qu'il y a des outils plus ou moins fiables, mais quand même, on va vers des fiabilités de plus en plus intéressantes qui vont vous permettre de monitorer, de savoir combien de temps vous mettez à vous endormir. Est-ce que votre sommeil il est fragmenté? Si vous dites que vous avez tant de sommeil lent profond et tant de sommeil paradoxal, vous oubliez. Hein, parce qu'une montre à 150 € qui donne la même chose qu'un outil qu'on met avec des électrodes qui coûte 15 000, c'est-à-dire que soit ils sont très performants, soit les médecins ils sont totalement stupides d'utiliser ce type de machine. Donc pour l'instant, les montres connectées sont intéressantes, à la condition de ne pas rentrer dans une nouvelle pathologie qui s'appelle l'orthosomnie, c'est-à-dire des gens sont tellement obsédés par leur sommeil ou par leur nutrition d'ailleurs,
qu'ils essayent d'être parfaits et comme ils n'arrivent pas, ils créent des problèmes de sommeil alors qu'ils n'en avaient pas. Donc ça, c'est un petit message à faire passer. Attention à la connexion en permanence et en pensant qu'un modèle parfait est un modèle idéal. Ce n'est pas tout à fait le cas dans l'espèce humaine. Et puis, donc ça, c'est des notions. Et puis, il faut savoir qu'il y a des startups en ce moment qui sont en train de réfléchir sur comment fonctionne le cerveau. Il y a une startup qui s'appelle Dream en France, notamment, qui, en ce moment, a enregistré 1 million de nuits par des bandeaux connectés qui permettent d'avoir l'enregistrement électroencéphalographique. Ça a été validé sur des gens sains. Je pense qu'on est au début d'une révolution technologique qui, potentiellement, va pouvoir justement répondre à votre question pour que tout à chacun, sans avoir des coûts faramineux, permette de mieux maîtriser sa capacité de récupération. Et dans le sport de haut niveau, c'est ce qu'on a. La récupération est la clé de la performance. Le but du jeu, ce n'est pas tellement la préparation. Les gens se préparent de plus en plus. Dans l'action, c'est le résultat qui compte. Par contre, si je veux être dans la durée, comment je vais récupérer? Et le sommeil, c'est clé. Et le sommeil, c'est clé dans la durée aussi pour le dirigeant, pour le médecin, pour l'avocat, pour l'ouvrier, l'employé, c'est-à-dire qui veut voyager loin, fait dormir sa ceinture. D'autant plus que le sommeil se modifie avec l'âge. Et là, on va avoir des choses, je dirais, qui sont liées à la vie, tout simplement. Nos jeunes footballeurs qui ont 20, 21 ans, 22 ans, ils ont souvent des enfants à cet âge-là. Et si on ne les a pas préparés au fait que l'horloge biologique d'un nouveau-né, qui est toutes les heures et demie, il a faim et qu'il va demander sa pitance en quelque sorte, eh bien, il va perturber les nuits du footballeur. S'il ne l'a pas anticipé, vous allez avoir qu'on va déclencher des troubles du sommeil qui sont liés à un côté sociétal qui n'était pas anticipé. Et ça, on en est tous là. Je me souviens de cette entreprise. S'ils ont des enfants à 20 ans, c'est qu'il y a d'autres trucs auxquels on ne les a pas préparés avant. Ça, c'est certain. Mais je vous dirais, pour avoir vu toute une bande de gens de 30 ans, hommes et femmes, parce que évidemment, hommes et femmes, tout le monde travaille et à des hauts niveaux souvent de management ou d'ingénieurs, avoir des cernes comme ça, dire me voir, docteur, on a un problème énorme, qu'est-ce qui vous arrive? On vient d'avoir un bébé. C'est super nouvelle, oui, mais sauf qu'on ne dort plus. Et ça, c'est la vie, tout simplement. Et à chaque fois qu'il va vous arriver quelque chose dans la vie, d'agréable ou pas, eh bien, ça va se répercuter sur le sommeil. Les femmes aux alentours de 50 ans, d'un point de vue physiologique, il y a la ménopause. Eh bien, la ménopause modifie aussi, est une vraie problématique avec le sommeil. Et en plus, il faut savoir que le sommeil se fragmente avec l'âge. Mais quand je dis avec l'âge, ce n'est pas à 70 ans, c'est à partir de 30-35 ans qu'on va avoir moins de sommeil en profond, donc moins de capacité d'apprentissage, de consolidation de la mémoire, de résistance immunitaire. Donc la maîtrise du sommeil, c'est aussi quelque part savoir, vous parliez de monture, c'est maîtriser, oui, sa monture sur le long terme, parce qu'à la différence d'un sportif de haut niveau dont la carrière elle est à peu près de 10 ans, un manager, c'est une carrière qui est toute une vie, c'est 40 ans. Et ça se manage. Alors, on a travaillé un petit peu tous les deux sur le thème de votre intervention, et que, rendez-vous compte, on a perdu 1h30 de sommeil en quelques décennies, en particulier les 20 dernières années. Ma partenaire et associée Victoria m'a dit, avec ses mots à elle, qui sont plus châtiés que les miens, mais qu'est-ce qu'on a foutu de tout ce temps-là? Où est passée cette 1h30? Et alors, où est-elle passée cette 1h30? Oui, quand vous parlez aux gens de leur sommeil, est-ce qu'ils vous parlent aussi de du reste de leur journée? Est-ce que ça fait partie de l'équation quand on cherche à comprendre ce sommeil? C'est une enquête policière. Moi, j'adore ça parce que là, on va rentrer dans la vie des gens, mais ce n'est pas la vie nocturne. C'est 24/24, c'est quel boulot vous faites, qu'est-ce qui se passe en ce moment. On parle beaucoup de troubles du sommeil en termes de dette, mais il y a aussi des gens qui dorment trop, il y a les hypersomnies, avec qui vous dormez. Je vais vous citer un truc, ça va vous paraître incroyable, mais j'ai réglé le problème d'un sommeil d'un footballeur professionnel international, et je ne citerai pas son nom, je suis lié au secret professionnel, bien sûr. J'entends bien. Et donc, on enregistre son sommeil. Mais ça se passe sur la Côte d'Azur, quand même. Par exemple. Et donc, on enregistre son sommeil pendant 15 jours. Le type joue le jeu. C'était un type vraiment qui veut progresser, qui est intelligent, et ainsi de suite. Et on trouve un sommeil de 7 heures, c'est pas mal, mais il a un sommeil fragmenté. Et donc, derrière, on va évidemment l'interviewer. Je réponds à votre question sur qu'est-ce qui se passe dans votre vie en ce moment.
Et donc, le type dit, bah, je ne comprends pas parce que j'ai changé de copine. Alors moi, évidemment, changer de copine, je pense que la nuit peut être perturbée pour d'autres raisons. Il me dit, non, non, c'est pas ce que vous pensez. Je ne dors pas bien. Je ne sais pas pourquoi. Mon sommeil est fragmenté, mais ma copine, c'est une prof de fitness. Donc, je fais attention à ma nutrition. Je fais attention à mon environnement. Croyez-moi, avant, je sortais un petit peu en boîte de nuit. Maintenant, plus du tout. Je suis vraiment cadré. Donc, c'est pas ça. Je dis, OK, comment est votre literie? Parce que le lit, c'est quand même quelque chose de clé. Hein. Dans la vie des gens, on va passer quand même 30% de sa vie là-dedans. Et il me dit, bah non, j'ai changé de literie, j'ai un grand lit, pas de problème. Je dis, la lumière, non, non, j'ai des rideaux, tout occultant, c'est super. Le bruit, il n'y a pas de bruit, je suis isolé, etc. La température. Et il me regarde et il fait 24 dans la chambre. Je dis, mais 24, mais comment il peut faire 24? Et là, le gars me donne la solution, il l'a trouvé lui-même d'ailleurs. Mais il dit, ma copine, en fait, elle a un chihuahua. Et le chihuahua à poil ras. Et ce chihuahua à poil ras, il dort avec nous, c'est notre doudou. Mais à 18 degrés, le chihuahua, il a froid, il éternue et il me réveille. Et le sommeil fragmenté, il vient du chihuahua. Le gars me regarde, je le regarde, il me dit, Doc, j'ai compris. Bon, je l'ai revu 6 mois après, le chihuahua, je pense qu'il doit être satellisé, il tourne encore. Mais en attendant, c'est pour répondre à votre question, un détail n'est pas un détail. Et je pourrais vous citer ça, mais plein d'exemples de ce type-là. Hein. Une enquête sur le sommeil, c'est une enquête 24 sur 24 de la vie d'une personne. Le nombre de gens qui viennent nous voir avec la femme qui dit « Moi, je ne dors pas, mais s'il y a du bruit autour de moi, c'est quoi votre bruit ?» C'est le mari qui ronfle. Et en fait, en réglant le problème de l'apnée du sommeil du mari qui ronfle et qui inquiète la dame, il faut régler un problème de couple. Voilà. Donc, c'est ce côté sociétal qui est extrêmement intéressant, le sommeil et la vigilance. Alors, vous avez l'air de dire, en filigrane de tout ce que vous racontez, que l'accélération du temps depuis quelques décennies et la perte de sommeil y afférente, c'est-à-dire, c'est un peu comme si on poussait les frontières du transhumanisme au-delà de ce que l'être humain est capable d'encaisser, comme si on jouait un peu à l'apprenti sorcier. Et quelle perspective on peut imaginer dans les années à venir? Parce que si vos prochains enregistrements ou vos prochaines études épidémiologiques disent qu'on a encore perdu un quart d'heure, puis 10 minutes, puis encore un quart d'heure, etc., il y a un moment où j'espère qu'on va tendre vers une asymptote, mais il y a un moment surtout où j'imagine que la machine cassera encore plus qu'aujourd'hui. Non seulement et en particulier, je pense à toutes les questions de santé publique que vous avez évoquées, à toutes les questions sociales que vous avez évoquées, à la perte d'efficacité même économique que vous avez évoquée. Enfin, vous avez parlé de beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce qui aujourd'hui peut nous donner l'espoir que l'homme, sans revenir dans la corne de l'Afrique d'Homo sapiens il y a 200 ou 300 000 ans selon les écoles de pensée, va retrouver de la raison? Je pense qu'il faut des gros traumatismes pour que les gens se rendent compte d'eux. Et on en a déjà eu, mais il faut les rappeler. Je veux dire, dans toutes ces problématiques qu'on a eues, qui sont des problématiques individuelles, c'est ma santé à moi à titre individuel, il y a parfois des choses collectives qui sont beaucoup plus visibles. Hein. Il faut savoir que dans les accidents, dans les risques accidentels qu'on a eu, notamment les risques d'accidents de la route, hein, qui sont très injustes, hein, des gens qui ont 35 ans qui disparaissent comme ça, bêtement, eh bien, la somnolence au volant, c'est la conséquence d'un dette de sommeil, c'est 30% des accidents mortels. Voilà. La navette Challenger qui explose, c'est une équipe d'ingénieurs qui a pris la mauvaise décision parce qu'ils n'avaient pas assez dormi. Tchernobyl, c'est à 2 heures du matin, une absence de décision qui fait que la machine s'emballe. Donc, quand on a des choses de ce type-là qui impliquent le côté sociétal d'une manière et qui impactent beaucoup, on va parler du sommeil d'une autre manière. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, il n'y a pas de hasard. Pourquoi j'ai pas eu ce type de webinaire comme vous l'organisez ici avant, c'est parce qu'on ne s'en était pas rendu compte. Et le fait d'être confiné en ce moment nous montre qu'à chaque fois qu'il y a un événement collectif qui arrive, qui impacte les gens, je parle par exemple de 11 septembre 2001, je parle du Bataclan, eh bien, on a vu que les troubles du sommeil augmentaient entre 20 et 50% et les consommations d'anxiolytiques de 20 à 25%. Ce qui est en train de se produire en ce moment, quand on est confiné, on voit que les consommations d'anxiolytiques augmentent. Donc, la population se rend compte que de savoir récupérer, c'est aussi mieux affronter le lendemain, mieux affronter l'avenir. Et donc, on est vraiment dans quelque chose que je pense d'être positif, finalement, de ce qui nous arrive en ce moment. C'est qu'on se rend compte que le facteur humain, pour s'adapter, il a besoin de certaines conditions, de certains rituels, de certaines méthodes
qu'on peut tous partager, que nous apprennent des navigateurs qui prennent des risques et qui savent dormir autrement. Et ça, c'est au bénéfice de tout le monde. Donc, par l'apprentissage, par la connaissance, par la diffusion de bonnes informations validées, je pense qu'on va vraiment être positif sur ce sujet, sur la capacité d'adaptation de l'homme. Alors, une question, alors j'arrive avec 6 semaines de retard avec ma question, mais si on avait fait ce webinaire au moment du début du confinement, oui, ou qui, par essence, est une situation qui modifie notre approche du sommeil, hein, puisqu'elle modifie notre approche du temps en général. oui. Alors, il y a une frange de gens qui sont encore plus mobilisés que d'habitude et une grande majorité qui le sont moins. Qu'est-ce que vous nous auriez donné comme conseil? Et d'ailleurs, peut-être sont-ils encore valides, parce qu'on ne sait pas très bien pour certains d'entre nous combien de temps on va être obligé de rester encore chez nous. Qu'est-ce que vous nous donnez comme conseil de discipline de sommeil pour traverser cette épreuve et en tirer une opportunité plutôt que de l'amener à nous abîmer le sommeil davantage? Déjà, moi, j'ai continué mes consultations à distance. Donc, déjà, le fait d'avoir ce confinement nous fait qu'on peut justement discuter avec des gens autrement que physiquement. Je dirais c'est une bonne chose. On apprend à travailler, nous, médecins, peut-être autrement. Donc, c'est un côté positif. Ce qu'on a vu arriver, nous, en dehors du fait que les troubles du sommeil ont augmenté, notamment liés à l'anxiété. Encore une fois, s'il y a une mesure à avoir, c'est à regarder des chaînes d'information qu'une période limitée, parce que ça tourne parfois en boucle. Et cette anxiété collective qu'on a eue dans des grands événements précédents qui ont modifié le sommeil, nous, on l'a aussi en étant confinés chez nous. Donc, il y a déjà des notions comportementales qui consistent à avoir des repères, et des repères qui soient positifs, qui fassent qu'on accepte l'anxiété. Donc là, on va jouer sur des notions d'ordre psychologique. C'est accepter le fait que il y a une vraie réflexion globale liée à des dangers et le fait d'avoir des repères, des points de repère qui ne sont pas liés au sommeil qu'au sommeil, mais au mode de vie que vous avez et au rendez-vous que vous avez avec vos amis, avec votre nutrition, avec votre famille, et installer des rituels. Et notamment le rituel très concret qu'on a eu, parce que dans les équipes sportives, tout de suite on s'est posé la question de savoir, entre un célibataire dans un appartement et un gars qui a une famille et un grand jardin, mais ce n'est pas la même chose. C'est d'adapter les choses. Mais la première chose à faire, c'est déjà de se réveiller à heure fixe. Parce que le premier point qui conditionne votre journée, c'est l'heure de l'éveil. Et l'heure de l'éveil, si en plus vous exposez la lumière et on est au printemps, votre horloge biologique se met en route et d'une bonne manière, et non pas d'une horaire décalée, d'un point de vue décalé. C'est garder les horaires de repas, qui sont des synchronisateurs sociaux extrêmement importants. C'est de garder des points de rendez-vous par la technologie, grâce à la technologie, avec des amis, avec éventuellement le travail, et puis installer des rituels qui vont vous permettre de rentrer dans le monde de l'inconscient plus facilement. Facile à dire, pas toujours facile à faire, mais dans un premier temps, ça marche. Après, il y a toute cette notion de temps et d'imprévu, et c'est ce que vous disiez au début de notre interview là, hein. Finalement, l'incertitude, ça se gère, mais c'est devenu la normalité. Hein. Le monde du chaos, le monde du désordre, c'est le monde dans lequel on fonctionne. C'est pour ça que le sommeil et la vigilance des marins est extrêmement intéressant, parce que eux, sur mer, ça bouge tout le temps, et ils arrivent à s'adapter quand même. Donc, si je résume, la lumière, les repas, les amis, la famille, et pas sombrer dans une anxiété collective qui serait trop perturbante par rapport à la qualité de votre sommeil. Parce que la qualité de votre sommeil, vous allez diluer vos émotions dans le sommeil paradoxal qui est en deuxième partie de nuit, autant que ça se fasse le mieux possible. Alors, d'un point de vue un peu égoïste, imaginez que je sois en train de être consulté par un patron d'entreprise qui dise je suis en train de travailler sur un programme de changement dans mon entreprise et donc je vais avoir pour lui des réponses assez classiques. Je vais lui dire est-ce que le comité de direction fonctionne bien? Est-ce que vous êtes tous engagés derrière ce programme de changement? Est-ce que tout le monde est acteur de ça, etc. Est-ce qu'il faut que j'ajoute dans mon carquois la flèche qui consiste à lui dire racontez-moi un petit peu vos rythmes de travail oui. Pour ne pas se focaliser sur le sommeil nécessairement, puisqu'on parle de 24 heures. Est-ce qu'il faut que je lui dise comment se passe votre système de communication? À quelle heure vous vous voyez? À quelle heure vous vous écrivez? Tout à fait. Les rythmes veille-sommeil. Et d'ailleurs, alors c'est marrant parce qu'en France, justement, on a une petite différence, mais on est obligé de mettre des lois parfois pour dire qu'il faut faire autrement. C'est la loi à la déconnexion. Et donc, ça veut dire que c'est déjà dans les textes. C'est le fait que
normalement, vous ne pouvez pas appeler les gens n'importe quand, le week-end, et ainsi de suite. C'est une anecdote d'ailleurs. C'est encore une fois, quand j'ai commencé à travailler, j'ai monté une société en Angleterre, hein, justement sur ces paramètres environnementaux par rapport au mode de travail. Et j'avais rencontré un DRH français dans les années 2000. Les DRH français nous disaient, oui, mais attendez, monsieur, c'est une très belle idée que vous avez, la santé et l'efficacité au travail. Nous avons des médecins du travail pour ça d'ailleurs, donc pas de problème. Nous sommes en avance, certes. Mais nous nous occupons en tant que manager des 8 heures, nous avons nos salariés, nos collègues, qui c'est la vie de l'entreprise. Et c'est totalement différent de la vie privée, parce que la vie privée des gens, cela ne nous regarde pas. Mais c'est les mêmes qui, 10 ans après, avec les mails, avec les applications, avec les Zooms et tout ce qu'on veut, qui vont potentiellement appeler les gens jour et nuit. Et donc, cette porosité entre le monde professionnel, le monde familial, le monde personnel, elle est là. Et c'est un fait. Donc, de se rendre compte que c'est des gens qui peuvent perturber l'efficacité familiale, l'efficacité professionnelle, ça joue sur l'équilibre des gens. Et cette notion d'équilibre, elle est clé, mais ce n'est pas le mot équipe qui est important, c'est le mot libre. C'est la capacité à garder la liberté d'action. Et donc, dans ces réflexions-là, moi, je pense que justement, ces variables d'ajustement, de récupération, ces sas de décompression, ils sont utiles pour passer d'un état à un autre beaucoup plus rapidement qu'on ne le faisait avant, parce que le monde a changé. Donc, pour passer d'une société, d'une économie où la succession des crises, j'essaie de résumer et vous me dites si vous êtes d'accord avec ça, la succession des crises s'accélère. Hein. Aujourd'hui, si je suis patron de PME, je me suis tapé des grèves, du terrorisme, des grèves, des gilets jaunes, des grèves, le confinement. Donc, le chaos est devenu une norme où l'état normal, c'est quand ça bouge. Donc, on est passé de la route ou de l'autoroute, avec de temps en temps un petit obstacle, à de la navigation, où il n'y a pas deux vagues qui se ressemblent, et où il y a des risées, et où des refusantes, des adonnantes, que sais-je. Ouais. Et donc, ce que vous dites, c'est que la capacité à prendre les bonnes décisions est plus que jamais challengée. Ouais. Et qu'il y a un levier formidable, méconnu, et sur lequel on devrait se pencher davantage, heureusement ça bouge, c'est le sommeil et plus généralement l'alternance des rythmes. J'irais même encore plus loin, c'est les états de conscience modifiés. Ce n'est pas la vitesse qui pose un problème. Vous êtes dans un avion à 900 à l'heure, vous ne sentez pas grand-chose. Par contre, quand ça accélère ou quand ça freine, là, ça pose problème. C'est passer d'un état à un autre. Et pour passer d'un état à un autre, il y a des techniques qui sont apprises à l'armée, mais qui sont maintenant dans le quotidien. S'il y a une explosion du mindfulness, de la pleine conscience, qui sont utilisées dans les armées opérationnelles, et qu'on commence, nous, à apprendre au quotidien pour des gens qui ont des troubles du sommeil, pourquoi ne pas les apprendre dans notre vie, dans notre éducation, dans nos écoles et dans nos universités? C'est ces états de conscience modifiés qui nous permettent de passer d'un état à un autre. Et on peut être un état de conscience modifié qui est un état d'hypervigilance. Un pilote de F1, pendant 1h30, il n'a pas le droit à la moindre erreur. Donc lui, il va être dans un état d'hypervigilance. Un navigateur, lui, un Vendée Globe, ça va durer, 70 jours. 70 jours, il faut qu'il passe très rapidement d'un état de perception, de prendre le bon cap, mais tout de suite à dormir parce que le bateau me le permet. On en est à un point maintenant où le bateau est connecté avec le navigateur et c'est le bateau qui dit par ses données, la mer va être comme si tu as 1h30 devant toi pour dormir. Et c'est le navigateur qui doit dormir s'il veut assurer de la performance de son bateau, mais aussi sa sécurité. Donc, ces états de conscience modifiés, le sommeil, il est clé, c'est le cœur du système. Mais derrière, il y a tous ces états qui permettent de relaxation. Vous ne dormez peut-être pas, mais vous allez passer d'un état à un autre. C'est ça qui rythme notre vie et c'est ça qu'on devrait apprendre. Donc d'accord, donc je dors ou je ne dors pas, c'est une vision binaire un petit peu réductrice. Totalement. Vous fermez les yeux, vous respirez d'une certaine manière, le cerveau, en 4 secondes, si vous n'êtes pas anxieux, sur l'électroencéphalogramme, on va voir des ondes cérébrales qui s'appellent les ondes alpha, qui sont des ondes de relaxation qui arrivent. Et quand vous avez des gens qui ont dit « mais la sieste, c'est vraiment important en termes d'efficacité », vous dites « ah oui, moi, je n'arrive pas à la faire ». Pourquoi tu n'arrives pas à la faire? Parce que je n'arrive pas à m'endormir. Mais on s'en fiche. Laissez le cerveau faire. Le cerveau, il est intelligent, il a une plasticité extraordinaire. Donc, ce n'est pas un ordinateur, c'est un organe biologique qui fonctionne comme ça. Il a besoin de carburant, il a besoin de récupération, mais c'est surtout le fait que par la respiration, tout simplement,
vous allez augmenter la capacité au cerveau d'être plastique, c'est-à-dire d'avoir des bons réseaux électriques qui vont aller vers les bons endroits du cerveau et qui vont donc avoir une réaction adaptée à une situation qui change en permanence. Docteur Duforez, on arrive au bout de cette heure ensemble. Il y a une dernière question d'un de nos participants. Est-ce que vous connaissez un bouquin américain qui s'appelle Why We Sleep d'un certain Dr. Walker? Non? Ouais, enfin, il y a eu plein de bouquins qui sont sortis, La révolution du sommeil de celui-ci, vous ne savez pas en particulier de quoi il parle? En particulier, non. Celui où je n'étais pas tout à fait d'accord, et mes collègues aussi, c'est Miracle Morning. Hein, c'est les gens qui se sont dit, si vous voulez être performant dans votre boulot, il faut se lever tôt, il faut méditer, et vous allez être en pleine forme, vous allez moins dormir. Et voilà, ça c'est très bien quand on a 35 ans, qu'on n'est pas insomniaque, qu'on risque de le devenir, et puis qu'on est morning type, et que donc ça vous convient. Ça ne convient pas à l'ensemble de la population. Très bien. François, merci beaucoup pour cet enthousiasmant tour d'horizon du sommeil et au-delà de ça. Je trouve très, très excitant de penser que vous travaillez sur quelque chose qui est un levier phénoménal d'efficacité personnelle, d'efficacité collective et de santé publique. Et manifestement, ça vous passionne beaucoup aussi, parce que vous en parlez avec une verve tout à fait intéressante. Et j'espère que ça sera été perçu comme ça, j'en suis sûr. Votre capacité à prendre plein d'observations cliniques et en tirer des conclusions sur le fait qu'on peut prendre notre sort comme humanité entre nos mains, et sans vouloir revenir à la Corne de l'Afrique il y a 200 000 ans, on peut certainement faire mieux et être moins esclave de nos habitudes, de notre technique, et pour retrouver une efficacité collective et une entente collective sociale meilleure. J'espère que ça aura été perçu comme ça par nos auditeurs. Profiter des temps dits faibles qui sont en fait des temps de régénération extraordinaires. Et puis si j'ai une dernière phrase à vous donner, c'est « We must practice what we preach ». La pratique est plus importante que la technique. Oui, absolument. Mais je crois qu'on a aussi tous, si vous êtes d'accord, un rôle de réhabilitation culturelle du sommeil, qui est un très puissant outil pour mémoriser, pour diluer ses émotions. Diluer ses émotions, les maîtriser, et je crois que vous nous avez vous nous avez pas du tout endormi, mais vous nous avez donné envie de dormir. Si vous le voulez bien, ce sera le mot de la fin. Merci encore de la part de Victoria et de moi-même, et puis merci aux participants qui ont consacré une heure de leur temps ce 1er mai à nous écouter. Et François, une prochaine fois j'espère, et puis continuez à faire dormir vos contemporains, et vous leur faites sûrement beaucoup de bien. C'est un beau métier. Merci Philippe. Au revoir. À bientôt. Au revoir.